Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Petit, économiste et président des Cahiers Verts d'économie. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là. Bon, qu'est-ce qu'on se dit là? On se voit tous les mois Ouais. avec Jean-Pierre, on est tranquille, comme ça, on papote entre copines. Sur les indicateurs, alors on me dit qu'il y a un problème de micro, c'est pas très grave. Donc, dans ces cas-là, vous savez, quand on est en direct et on a un problème de micro, il faut meubler. Sans avoir à meubler, on va venir, on va s'occuper de vous. On a des indicateurs de confiance globale depuis maintenant plusieurs jours qui montrent que ce n'est pas la catastrophe annoncée. C'est-à-dire qu'en fait, on nous avait dit le ralentissement, ça ralentit sévèrement partout, tout le monde se joue à se faire peur sur les risques de récession. Et on a quand même eu, il y a quelques jours, le fameux indicateur des ISM services. Non, non, mais ne te cache pas, mon petit bonhomme, vas-y, hein, tu l'équipes tranquillement, voilà. Qui nous dit en gros sur les services. Ça remonte légèrement aux États-Unis, je pense, aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on a eu dans les indicateurs des directeurs d'achat en zone euro? On montre qu'on est toujours en contraction. Mais ça cesse de se détériorer. D'où la question, est-ce que le pire est derrière nous? Est-ce que ça cesse de se détériorer, de se dégrader? Moi, c'est la question. Catastrophe annoncée, je ne sais pas annoncée par qui, parce que catastrophe annoncée, il n'y a pas de Non, catastrophe annoncée le par terme de nous. récession, quand vous allez sur, en termes Oui. d'occurrence sur Google, et tout le monde s'est mis à se faire peur sur le risque de récession. Vous, peut-être pas vous. Donc mon sujet, ma question, c'est est-ce que ça cesse de se dégrader, les indicateurs avancés qu'on a aujourd'hui? La réponse est oui. Ah, La réponse est oui. Alors, lesquels? Pourquoi, d'abord, comment, combien? récession, juste pour parler de récession, on avait une tendance à la récession manufacturière qui était indéniable depuis 18 mois environ. Ça fait un très fort ralentissement. Mais l'industrie, c'est 15% du PIB mondial. Voilà, c'est pour ça. Donc les services résistaient très très bien parce que il y avait des créations d'emplois au niveau mondial. On vient de parler de la France là, mais c'était le cas au niveau global agrégé. Il y avait des augmentations de salaires. Il y avait un niveau de confiance des consommateurs dans le monde qui était resté à un haut niveau. Ça commençait à consolider un petit peu quand même. Quand vous regardez les composantes emploi des services des grandes zones systémiques, ça commençait à décliner. Mais ça résistait très bien. Et le PIB mondial en volume a continué de progresser à environ, au troisième trimestre, en parité de pouvoir d'achat, environ 3%. Voilà. Donc 3%, c'est un point de moins qu'il y a 18 mois, donc c'est pas terrible, c'est sûr. Mais il n'y avait pas de récession mondiale. Pour vraiment être en Le commerce récession mondial est en récession. Oui, mais le commerce mondial, c'est un commerce de biens pour l'essentiel. À 80%, c'est un commerce de biens et particulièrement de biens manufacturés. Donc quand vous avez l'industrie manufacturière globale qui chute et qu'en plus vous avez des craintes sur les grandes chaînes de valeur globales ou régionales, Ouais. ça c'est sûr que... Mais parfois, par capillarité, par contagion, ça se transmet au ça service. se transmettait un petit peu au service à travers l'emploi principalement et un petit peu les salaires. Ouais. Et donc ça se diffusait, mais ça permettait quand même une résistance de l'économie mondiale à 3% au troisième trimestre. Et là, on a plusieurs indicateurs, effectivement, dans le secteur manufacturier qui tendent à montrer que ça se stabilise, voire que ça remonte un peu. Vous avez eu 3 hausses de ce qu'on appelle l'indice des directeurs d'achat, le PMI, manufacturier global, et en plus l'écart entre les nouvelles commandes... Au niveau monde? Au niveau mondial, oui, il faut regarder au niveau mondial. Ouais. Sachant que l'essentiel est quand même alimenté par les 3 grandes zones systémiques que sont les États-Unis, la Chine et la zone euro. Ouais. Voilà. Mais vous voyez l'écart entre les nouvelles commandes et les stocks qui remontent. Donc c'est plutôt comme on dit en anglais, un early cyclical indicator, c'est-à-dire un indicateur plutôt avancé dans le cycle. Ouais. Et donc la composante production future remonte. Il y a même la composante bien d'équipement qui remonte. Vous avez dans les chiffres de production industrielle en Asie de l'Est. C'est là où c'est le plus dynamique, parce que c'est très impacté par les grandes chaînes de valeur. Si vous prenez les 3 derniers mois par rapport aux 3 mois précédents, rythme annualisé, ça remonte. Vous avez toute une série d'indicateurs qui montrent que... Donc le pire, d'un point de vue, encore une fois, macro, conjoncture économique, le pire est derrière nous? Oui, enfin le pire, le ralentissement est derrière nous, je pense. Je pense que ça va remonter un petit peu, pas. Ça va pas être extraordinaire, on ne va pas revenir aux 4%, ça je ne crois pas. Mais on peut remonter à 3,2, 3,3, 3,4 au premier Donc semestre le pire 2020. du ralentissement économique mondial est derrière nous? Absolument. Dans ce mini-cycle-là, oui. Et oui, c'est pas un miracle, c'est parce qu'il y a eu quand même une action de la Réserve fédérale menée à partir de janvier dernier et qui s'est transmise à l'ensemble du monde, comme d'habitude. C'est-à-dire que vous avez eu un assouplissement monétaire mondial, pas seulement dans le monde développé, mais également beaucoup dans le monde émergent. Vous avez des actions de relance budgétaire en Asie, en Indonésie, en Thaïlande, en Inde, et puis évidemment en République populaire de Chine. Vous avez également le secteur automobile qui a joué un rôle non négligeable dans un certain nombre de pays, au premier rang desquels la Chine et l'Allemagne, sur 2018-2019, qui tentent à se redresser
enfin se redresser, Le marché se automobile chinois qui se stabiliser. redresse, alors j'ai raté un métro, hein. Non, non, qui donne des signes de stabilisation. Bah, le marché immobilier, le marché automobile chinois a baissé. De 17% depuis son point haut, en Absolument. mi-2017, septembre 2017. Mais parce qu'il y a eu de nombreuses mesures d'incitation fiscale prises en 2016-2017 qui ont avancé la production de l'ordre de 20% à peu près. Et donc, évidemment, en plus, il y a eu des mesures de resserrement du crédit sur le shadow banking chinois. Il y a eu effectivement les mesures, enfin ça c'est plus marginal, d'augmentation des droits de douane sur les importations de voitures américaines. Tout ça a participé à la baisse du marché chinois en 2018-2019. Qui se poursuit encore aujourd'hui. On a Qui une se baisse poursuit, qui est mais 2 fois plus rapide sur le marché auto chinois que dans le reste du monde. Encore une Ouais, fois, mais- c'est le premier marché mondial. Personne, peut-être vous, mais en tout cas, quand on pose la question à beaucoup d'experts, certains vous disent ce marasme sur le marché auto chinois, il est prêt, il pourrait durer plus longtemps que prévu. Et on ne sait pas à quand la fin de ce déclin du marché automobile chinois. Alors si vous vous projetez un peu, quand vous regardez le niveau de développement et le nombre d'automobiles par habitant, vous avez Oui, du potentiel. oui, Alors, oui. c'est vrai que c'est difficile de faire des prévisions à très court terme, mais Vous je les avez pense les chiffres? C'est intéressant parce que moi je les ai vus il y a 10 ans de ça. Donc, bah, il suffit de tracer une courbe. Hein, vous avez un non, mais nuage de pointe. l'équipement automobile par habitant, quand on compare les J'ai plus le États-Unis chiffre à la précis. Chine, Oh, bah, alors, ça n'a rien à voir, parce que de toute façon, les États-Unis dépassent très largement l'Europe. ouais. Même, c'est probablement dans les grands pays, le pays où la détention d'automobiles est Mais largement. le plus important. Et donc, la Chine Mais le a marché posé- leader, c'est le marché chinois aujourd'hui. Le marché auto leader, c'est le marché Ah bah, chinois. bien sûr. Et même les voitures électriques sont en baisse. Tout est en baisse, le milieu de gamme, l'entrée de gamme, sauf le luxe. Absolument. Sauf le luxe, pour le Absolument. coup, tiens. Absolument, mais on peut quand même anticiper, alors peut-être pas effectivement dans les prochains mois, mais une stabilisation. D'ailleurs, les professionnels de l'automobile au niveau global, pas seulement la Chine, l'Allemagne, tous les grands, le Japon, la Corée, les États-Unis, prévoient une stabilisation, c'est-à-dire à zéro en 2020 contre -4 en 2019, au niveau mondial. Donc quand vous passez de -4 à 0, objectivement, ça participe quand même plutôt d'un rebond de l'activité industrielle mondiale. Puis vous avez des pays émergents qui étaient, qui étaient encore en récession, etc., qui devraient un petit peu améliorer les choses, comme le Brésil, etc. Donc globalement parlant, si vous voulez, l'amélioration des conditions financières, les relances budgétaires, cette situation-là du produit ses secteur effets. automobile, ça devrait faire remonter un petit peu la croissance mondiale dès le premier semestre. Ouais. Puisqu'on parle du marché auto chinois, pour le coup, pardon, petit pas de côté sur le marché automobile français, qui est relativement en forme, vous me direz, sur 10 mois, on fait quoi? Nous, on fait de la stagnation dans ce. Non, mais par rapport au marché auto européen, on s'en sort un peu mieux, qui est dans le rouge, légèrement dans le rouge, je crois que c'est Oui, parce que moins vous avez eu 2%. Vous avez eu deux chocs en 2018-2019 sur l'automobile mondiale. Ça a été ce ralentissement autonome, en quelque sorte, de la Chine. Et puis, ça a été la mise en place des normes d'émission qui a particulièrement frappé le marché automobile allemand. Voilà. Donc, Et donc, ouais, donc les constructeurs se sont retrouvés avec des voitures des stocks de voitures sur les bras qui étaient invendables, c'est ça? voilà, et là, le processus a été dans l'ensemble mal préparé par les constructeurs allemands, on va le dire comme ça. Et donc, ça a participé d'ailleurs au recul, tout ça a participé au recul de l'industrie mondiale, hein, parce que si je tiens compte de la valeur ajoutée automobile plus des consommations intermédiaires, vous êtes quasiment à 6% de la production industrielle mondiale. Ouais. Et vous devez être pas loin de 8% des exportations mondiales. Donc quand vous avez un choc sur une industrie particulière qui est l'automobile, C'est ça pas marginal. contribue à faire baisser la production industrielle Ça nous dit mondiale. quoi d'avoir un marché auto français qui surnage, encore une fois, avec une stabilité sur l'année, là où le marché européen est en baisse de moins 1,6%? Écoutez, moi je trouve que c'est pas mal ce qui se passe chez les deux grands constructeurs automobiles français, parce que l'automobile va certainement être un choc, enfin, en fonction de ce qu'on vient de dire, notamment les normes d'émission, le passage à la voiture électrique, il va y avoir des chocs au cours des prochaines années, pas en 2019-2020. Des milliards d'investissements, Voilà, des voitures milliards connectées, d'investissements. Donc je voitures trouve que électriques. la situation, à un moment on parle de désindustrialisation, et la France est un pays qui, probablement dans les grands pays développé est celui qui a, depuis 10 ans, c'est le plus désindustrialisé. Pas tellement uniquement à travers le ratio industrie manufacturière sur PIB, mais également quand vous regardez les parts de marché, quand vous regardez l'emploi manufacturier, quand vous regardez la balance commerciale des biens manufacturés, vous avez vu vraiment une grosse dégradation. Et je trouve que la situation des deux constructeurs automobiles français est plutôt satisfaisante de ce point de vue. Et ça veut dire Enfin, qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a Boursièrement, pas- Renault est à la casse. Hein. Oui, mais enfin, d'accord, parce qu'il se passe ce Oui. que vous savez, mais fondamentalement, sur la réussite industrielle
de l'opérateur français, c'est plutôt satisfaisant. Et je doute fort que les événements auxquels vous faites allusion remettent en cause cet acquis. Voilà. Après, je ne suis pas un spécialiste, mais ça m'étonnerait. Donc, à l'heure où on parle de désindustrialisation, je trouve que c'est pas mal. Il n'y a pas de fatalité d'ailleurs à la désindustrialisation. Parce que la désindustrialisation, si vous voulez, c'est un phénomène assez naturel. Dans le monde. On sait que les gains de productivité sont plus importants dans l'industrie que dans les services, donc les prix relatifs de l'industrie baissent, donc mécaniquement, l'industrie dans le PIB en valeur diminue. On sait que la consommation de services progresse dans le monde, c'est la loi naturelle du développement, même en Chine, on le voit très, très clairement. Donc la consommation de biens diminue. Lié au vieillissement, lié aussi à sa façon de consommer. Oui, puis c'est la santé, c'est les transports, c'est les services à la personne qui progressent au fur et à mesure du développement. Donc c'est la vieille loi d'Engels au XIXe siècle, hein, ça c'est la tendance naturelle. Et puis on sait que, également, depuis une trentaine d'années, les industries traditionnelles ont externalisé leurs fonctions dites tertiaires vers des sous-traitants, etc. Donc il y a une tendance à la fois comptable, si vous voulez, et naturelle à la désindustrialisation. Mais dans ce contexte-là, il y a des pays qui résistent quand même. Ouais. Et moi, je ne vais pas vous citer l'Allemagne, etc., parce que je ne trouve pas que le modèle industriel allemand, qui est en termes de bilan carbone n'est pas excellent, hein, le moins qu'on puisse dire. Du point de vue de ce prisme-là, oui. Oui, alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ben, vous n'avez pas seulement l'automobile, vous avez la chimie, enfin, vous avez toute une série d'industries. Mais je vais vous parler de la Suisse. Parce que la Suisse, c'est un pays dont le revenu par habitant était, il y a 30 ans ou il y a 20 ans, largement supérieur à celui de la France, et qui a accru son différentiel de niveau de vie de 10 points environ depuis 20 ans vis-à-vis de la France, avec un poids de l'industrie manufacturière qui doit être de plus de 16% du PIB, contre environ 10% en France. Ouais. Pourquoi ? Et ils ne sont pas dans la tech, parce que vous pourriez me dire, ah, mais ils sont dans la tech comme aux États-Unis. Pas du tout. C'est la pharmacie, c'est les machines-équipements, c'est l'horlogerie, c'est une partie de l'agroalimentaire, et notamment la pharmacie, qui est une industrie d'avenir. Quand on parle d'industrie d'avenir, ce n'est pas forcément la tech. Ce n'est pas le hardware, software, Google, les GAFA, etc. Ce n'est pas nécessairement. La pharmacie, pourquoi est une industrie d'avenir ? Pour une raison que vous venez de signaler, c'est-à-dire le vieillissement. Parce qu'ils sont très bien spécialisés, parce qu'ils ont un niveau de compétence de la main-d'œuvre particulièrement bien adapté. Nous, on a le luxe, on a l'aéronautique. Oui, non, mais le luxe est un bon exemple. Le luxe est un bon exemple. C'est une réussite de la France depuis une trentaine d'années, ça c'est indéniable. Mais en poids, enfin, le volume d'emploi manufacturier ou industriel entre la Suisse et le poids de l'industrie de la Suisse par rapport au poids de l'industrie en France, s'est creusé en faveur de la Suisse. Et ça a favorisé, parce que le coût de la désindustrialisation, il est puissant. Il est puissant à moyen terme, si vous voulez. Quand vous désindustrialisez pour de très mauvaises raisons, c'est-à-dire des coûts de production trop élevés ou un mauvais choix de spécialisation, vous perdez en productivité. Vous perdez en niveau de gamme. Donc vous perdez des compétences. Voilà, mais ça, vous perdez tellement longtemps. On a eu cette discussion il y a 10 ans. On a dit la même chose. Non, mais les filières éducatives, c'est très très important. Vous perdez, vous polarisez, enfin vous renforcez les inégalités territoriales. Qu'est-ce qui a été fait en termes de politique publique pour regardez la Suisse. Ça. Pourquoi je vous parle de la Suisse ? Parce que la Suisse, ça fonctionne bien. C'est l'apprentissage. Il y a l'apprentissage, il y a le système éducatif, il y a la qualité des universités, enfin des établissements d'enseignement supérieur, la qualité de la formation, les taux d'emploi très élevés, etc. Ça marche très bien dans un pays de 8 millions d'habitants, qui avait déjà un coût du travail plus élevé que nous il y a 20 ans. Et qu'il l'a encore plus aujourd'hui, mais le coût du travail n'est pas nécessairement un handicap si on se spécialise bien, si on monte en gamme. Et puis ils n'ont pas l'euro. Hein. Ah bah ça, oui, mais là vous plaidez. Oui, mais ils ont quand même eu un franc suisse assez fort. Ça c'est vrai aussi. Plutôt, vous pourriez me donner l'argument depuis 20 ans ou depuis 30 ans pour le Royaume-Uni. Ouais. Mais le Royaume-Uni a plutôt bénéficié d'un sterling faible depuis 1992, mais je dirais que du point de vue de l'argument industriel, compétitivité structurelle, la Suisse est un meilleur exemple. Bon, je reviens à cette idée qu'a priori le pire de la détérioration de la conjoncture est derrière nous. On voit aussi en parallèle la désescalade sur la guerre commerciale, dans les tensions entre Américains et Chinois. Aujourd'hui, manifestement, Donald Trump, par rapport aux Européens, devrait nous dire qu'il a décidé de ne pas décider, c'est-à-dire qu'il devrait a priori, on spécule un peu, mais repousser de 6 mois sa décision sur le fait de taxer l'automobile européenne. Ça justifie, avec les politiques monétaires accommodantes, avec des soutiens budgétaires ça et là, ça justifie qu'on ait des marchés au plus haut historique aux États-Unis, même en France, à quelques encablures des 6 000 points sur le CAC 40. Je en parlerai juste après d'ailleurs. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure dans les facteurs de rebond, mais il est bien évident que la stabilisation des tensions commerciales, voire l'amélioration des négociations sino-américaines, avant tout, est un facteur également en faveur du rebond.
Et donc, comme c'était... Donc le rebond des marchés, enfin le rallye, pas le rebond, le rallye haussier sur les marchés aujourd'hui, il est justifié? Quand on regarde la prime de risque, comment s'expliquait la prime de risque, depuis 18 mois environ, les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis avaient joué un très grand rôle. Donc il n'est pas normal que les marchés aujourd'hui soient à ce niveau-là, le marché action? Non, ce n'était pas normal. Je vous avais dit la dernière fois que le marché était encore haussier. Et je le pense encore, à horizon 6 mois, je pense que le potentiel est quand même assez limité, pour répondre complètement à votre remarque. Parce que les valorisations du marché directeur mondial, c'est le marché américain. Et si vous prenez une moyenne des principaux indicateurs de valorisation absolue, vous êtes à 0,8 écart-type au-dessus de la moyenne. Oh là, il m'a perdu là. Non, non, c'est-à-dire que c'est un peu Je pense au-dessus. qu'il a perdu du monde aussi d'ailleurs. C'est un petit peu au-dessus de la moyenne des valorisations absolues historiques. Et même si vous tenez compte du taux d'intérêt assez bas, on n'est quand même pas très à l'aise. En plus, les analystes financiers américains prévoient une croissance des bénéfices l'année prochaine pour les firmes du S&P 500. On est en décroissance aujourd'hui, on est en récession bénéficiaire aux États-Unis. Moi, je trouve ça dingue, encore une fois, d'avoir une très récession légère, bénéficiaire très légère. avec des marchés qui montent. Moi, je trouve ça oui, mais dingue. le niveau reste assez élevé, quand même. Il y a une très légère baisse. Mais vous avez raison, c'est un argument. Il prévoit 10% de hausse des BPA. Même si vous avez une remontée du cycle mondial, vous arriverez difficilement à 4, 5, 6, pas plus. Voilà. Donc c'est un peu excessif, les prévisions. Le positionnement des investisseurs est quand même très largement favorable aux actions. C'est-à-dire le niveau des portefeuilles investis en actions par rapport aux autres classes d'actifs est quand même assez élevé. Le niveau de sentiment de marché, c'est-à-dire l'optimisme en gros, des investisseurs est assez élevé. Donc je dirais qu'à court terme, le marché est assez fragile. Vous avez raison. Mais à moyen... Alors à la fois, il nous dit quoi, Jean-Pierre? Il nous dit c'est fragile, mais ça peut encore monter, mais c'est limité. Non, mais on va se donner un horizon. C'est l'horizon qui compte pour 90% des investisseurs, c'est-à-dire 6 mois. À 6 mois, je pense que le marché action a une bonne chance, c'est pas certain, mais une bonne chance d'être un peu au-dessus de ce qu'il est aujourd'hui. Mais à court terme, effectivement, les indicateurs plaident plutôt en faveur de la prudence. Tout ce que je viens de vous signaler à l'instant. La prudence, on revient sur la prudence, quoi? La prudence, c'est-à-dire que le potentiel à court terme de progression du marché action, c'est-à-dire sur le mois à venir, est très limité pour moi. Et je dirais même que s'il y avait un petit peu de consolidation, ça ne ferait pas de mal. Et il nous reste juste quelques minutes pour parler de la Fed quand même, qui s'est mis en mode pause. 3 baisses de taux cette année. Il nous dit, Jérôme Powell, que la politique monétaire américaine, elle est au bon niveau. Et qu'en gros, elle regardera l'évolution de la conjoncture, mais qu'il ne faut rien attendre dans les prochains trimestres. Oui, parce que la croissance est à 2%, l'inflation sous-jacente est à 1,6, 1,7. Sur les négociations commerciales, il a pris acte d'une évolution plutôt positive. Donc, du point de vue des risques, c'est plus limité qu'il y a quelques mois. Et donc, de ce point de vue, il a eu raison de changer... l'orientation de la politique monétaire en début d'année, de faire ces 3 baisses de taux. Il s'agit d'une baisse de taux de milieu de cycle. C'est son argument, ça. Mais il a raison. Ce n'est pas son argument, c'est la réalité. Et ce n'est pas la première fois qu'il prend cette décision. Milieu de cycle, après 10 ans de cycle économique bullish. De milieu ou de deuxième partie de cycle, si vous voulez. Mais souvent, on pense baisse de taux, ça veut dire que la récession arrive. On en revient à votre remarque initiale. Ce n'est pas du tout vrai. Depuis 50 ans, il y a eu 5 phases de pause ou d'assouplissement. En 1967, en 1995, en 1998, en 1987 et en 2016. Voilà. Il y a eu 5 phases de pause, assouplissement, en milieu ou en deuxième partie de cycle, pour répondre à votre remarque. Et c'était parce qu'il y avait des risques. En 87, il y a eu le krach boursier, donc la Fed a décidé de baisser les taux. En 67, il y avait une remontée des taux, il y avait des tensions inflationnistes. La Fed a décidé de faire une pause. En 98, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu la crise asiatique, la crise LTCM. La Fed a décidé de faire une pause et de baisser ses taux. Le fonds LTCM, je me rappelle. Voilà, le fonds LTCM. En 95, c'était la crise mexicaine et l'impact du krach obligataire de 94 qui a fait peur à la Fed. Donc, elle a décidé de baisser un petit peu ses taux. C'était des baisses de milieu ou de deuxième partie de cycle. Ça arrive. Pour faire plaisir aussi à Donald Trump. Est-ce qu'il les aurait fait vraiment s'il n'y avait pas eu la pression à la fois des marchés du président américain? Je ne crois pas que la pression de Donald Trump soit très, très efficace. Ce n'est pas la première fois et le niveau de l'inflation au bout de 10 ans et demi de cycle n'est même pas à 2%. Donc ça lui permet de faire cela. Voilà. Bon, et donc après pour 2020, on attend quoi en termes de politique monétaire de la Fed? On finit là-dessus? Tant que les choses vont à peu près bien, comme c'est le cas aujourd'hui au niveau croissance, inflation, ils tendent vers 2, les Américains. Ils tendent vers 2 en termes de croissance sur 2020. En termes de croissance, ils tendent vers 2. Ça va, pas le feu au lac pour reprendre l'expression suisse. Avec pas le feu au lac. Non, il n'y a pas le feu au lac. Et donc, a priori, si ça reste comme ça, la Fed
ne baissera pas à nouveau ses taux, ne les remontera pas non plus. Les marchés, ils attendent quoi? Parce que pendant Mais plusieurs maintenant, semaines, les ils marchés, sont en train d'ajuster il y a leurs encore, prévisions. vendredi, il y avait encore une baisse pricée en 2020. Une seule baisse pricée en 2020 contre 0 pour la Fed. Voilà. Donc le différentiel entre les attentes du En train de marché s'ajuster. et les prévisions de la Fed sont faibles. Allez, merci d'avoir été avec nous. Jean-Pierre Petit, donc, économiste et C'est un président plaisir. des Cahiers Verts de l'économie. Merci, bye. Mhm.